Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes et avec nous aujourd'hui Soisy Kemener, rédactrice en chef politique à l'hebdomadaire Marianne. Bonjour, merci d'être avec nous. Également avec nous Sarah Daniel, grand reporter au Nouvel Observateur. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et Nicolas Vado, dessinateur pour Le Vif, l'Express et l'Écho. Vous êtes également vice-président de Cartooning for Peace, c'est l'association fondée par Plantu et Kofi Annan pour défendre la liberté de presse dans le monde et notamment la liberté d'expression et la liberté des dessinateurs de presse. On parle justement de l'un de vos confrères, l'un de nos confrères, donc également journaliste, et qui est aujourd'hui inquiété en Malaisie. Oui, il s'appelle Zunar, donc il risque une peine de prison de 43 ans. Il a voulu sortir du pays il y a quelques semaines et on lui a repris son passeport. Et là, il avait une exposition personnelle dans une ville qui à 4 heures de Kuala Lumpur. Et il y a des gens qui sont proches du régime qui sont venus le menacer physiquement et verbalement et qui ont décroché tout son travail. J'ai un dessin de lui qu'on pourra montrer ici. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qu'on doit surveiller parce qu'il a beaucoup de talent et surtout, sa liberté d'expression est mise en danger là-bas aux Philippines. Il s'appelle Zunar. Voilà, et donc on en profite évidemment pour le saluer et pour espérer que sa situation s'améliore. Merci beaucoup Nicolas. Alors ce vendredi 25 novembre, décrété par l'ONU, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les violences, devrait-on dire, tant les formes que prennent ces abus sont multiples: agression physique, viol conjugal, mutilation génitale. Une femme sur 5 dans le monde a été victime d'abus sexuels dans son enfance. 1 sur 3 a subi une violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. L'ONU parle de pandémie de santé publique. Sarah Daniel, est-ce qu'en parler contribue à faire reculer ces violences? Ça fait 17 ans, il faut le dire, que cette journée existe. Je ne suis pas sûre, non. Vous savez, c'est comme la journée de la femme, c'est ces journées un petit peu prétexte pour se dédouaner de situations épouvantables. C'est vrai que la situation des femmes ne s'améliore pas. Vous avez vu aussi la situation des femmes en Turquie, où il y a une loi où le gouvernement a finalement abandonné. Mais enfin, il s'agissait quand même de dépénaliser le viol si le coupable épousait sa victime. On voit aussi, venant de Syrie, des jeunes filles qui sont maintenant épousées. Elles ont parfois 12 ans. Enfin, la situation est quand même très grave et je ne pense pas que ce soit malheureusement une journée qui change quelque chose. Soisy Kemener, on a évidemment parlé tout au long de cette journée. C'est aussi un phénomène en France. L'occasion de rappeler que même si le niveau de richesse ou de pauvreté, en l'occurrence, peut être un facteur aggravant d'après l'ONU, ce n'est pas évidemment le seul facteur. Non, c'est un fléau. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion, plusieurs pistes d'avancée. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se préfigurer. Alors, derrière le cas emblématique d'une animatrice de télévision, vous avez tous entendu parler de cette histoire de Flavie Flament, qui est devenue la porte-parole des enfants violés, des petites filles violées. Et donc, il y a une mission qui lui a été confiée. Mais bon, au-delà de la com évidente par le gouvernement, il y a quand même quelque chose de très important, c'est le délai de prescription pour les petites filles qui sont justement violées, qui devrait être allongé. L'histoire de Flavie Flament le prouve. Et il y a beaucoup d'autres histoires qui le prouvent aussi. Ziad Limam, ça prend évidemment des formes extrêmement variées. Il y a évidemment le viol qui malheureusement est commun à beaucoup de sociétés aujourd'hui, qui est même utilisé parfois comme arme de guerre. Il y a aussi des mutilations génitales, par exemple l'excision, qui font... Alors c'est l'argument qui est avancé par certains, partie du mode de vie de certaines communautés. Comment changer concrètement les mentalités? Parce qu'on en parle depuis longtemps. Mais c'est pour ça que l'impact de ces journées et l'impact de la communication globale est différent selon les sphères du monde auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez en Afrique, au Moyen-Orient, dans certaines parties de l'Asie, cette espèce de pression de communication, Nations Unies, télé, médias, etc., ça a quand même fait progresser les choses parce que ça a mis sur le devant de la scène des comportements qui étaient plus ou moins acceptés ou plus ou moins théorisés pendant des dizaines d'années et que d'un seul coup, il faut gérer. Le deuxième aspect positif de la communication globale, c'est que ça permet à des femmes de prendre le dossier en main localement et de le mettre sur la place publique. Ça, c'est très important aussi. Donc aujourd'hui, moi, je prends le cas que je connais le mieux, c'est-à-dire l'Afrique. Il y a un certain nombre de femmes qui se sont saisies de ce dossier, qui sont à la télé, qui sont à la radio, qui font campagne, qui mettent la pression sur les gouvernements. Donc ça a fait bouger les lignes. La question des mutilations
mutilation génitale, l'excision, etc. On vient quand même d'une situation il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans où c'était une espèce d'omerta généralisée, soi-disant religieuse-culturelle. Et aujourd'hui, c'est un débat dans tous les pays. C'est-à-dire que les lignes ont bougé. Alors, est-ce qu'elles ont bougé suffisamment? Certainement pas, mais elles ont bougé. Et en même temps, c'est parfois aussi au nom d'un certain relativisme, comme vous le disiez justement, qu'on peut justifier ces pratiques. Et là, ça serait un véritable recul. Il y a vite l'accusation d'impérialisme qui est opposée, d'impérialisme culturel qui est opposé aux personnes qui absolument, et ça, c'est inadmissible. Il faut vraiment lutter contre... évidemment. Absolument. Ouais. Je pense que c'est quand même une journée qui est intéressante, ne serait-ce que pour l'éducation, notamment dans les écoles, parce que je pense que le respect des femmes, ça commence dès le plus jeune âge, des enfants de 6, 7, 8 ans qui doivent apprendre qu'une petite fille a les mêmes droits qu'un petit garçon. Et donc je pense qu'une journée comme ça, même si vous dites c'est symbolique, ça peut être utile quand même. Ça met un coup de projecteur, ça peut aller dans les écoles. J'ai quelques dessins sur le sujet qui viennent du monde entier. Un dessin de Harès que j'aime beaucoup, parce que c'est un dessin qui montre toute l'ambivalence de la violence faite aux femmes, c'est-à-dire il y a entre guillemets le geste d'amour, c'est-à-dire qu'il veut embrasser cette femme, mais il l'étrangle en même temps, et c'est un dessin extrêmement visuel. Ce dessin aussi de Boligan, dessinateur cubain, qui est une violence sourde et qui est un dessin que je trouve très très beau, très très tragique et triste, mais beau en même temps. Un dessin un peu plus léger, mais sur un sujet qui n'est pas forcément, de Michel Kiska, qui est dessinateur israélien. C'est un dessin sur l'Inde qui montre aussi un certain relativisme, mais sur un autre sujet cette fois-ci. Et puis je terminerai par un dessin de Rodriguez qui fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur la situation en Turquie. Rodriguez est un dessinateur mexicain, et sur cette loi qui n'est pas passée finalement en Turquie, c'est un dessin que je trouve très fort aussi, qui montre toujours avec une violence sourde. Les dessins sur la violence contre les femmes, en général, il y a très peu de bulles parce que c'est l'image qui parle à l'inconscient, et c'est ça qui fait la force du dessin en général. On avance souvent l'éducation comme moyen de libérer la parole et de délivrer aussi les femmes d'une forme d'oppression. On se souvient du prix Nobel 2014 co-attribué à Malala Yousafzai. Ça n'a pas empêché cet été le pouvoir au Pakistan d'adopter une loi qui autorise les hommes à battre, alors légèrement, c'est précisé dans le texte, leurs femmes si elles refusent l'acte sexuel. C'est un projet de loi, et non pas encore une loi votée. Ça veut dire que finalement, malgré un prix Nobel, ça n'a pas encore suffi à faire avancer les mentalités? Non, mais bien sûr que ça suffira pas à faire avancer. Et puis il y a des gens pour qui le statut de la femme est un enjeu politique. Je veux dire, il y a de la provocation. On va créer une provocation très forte pour dire, voilà, ça s'arrête là, ça passera pas cette limite. Et le pouvoir masculin, il est comme ça, il n'est pas autrement. Donc, je n'étais pas au courant de ce cas précis, mais le cas de la Turquie est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire, voilà un texte de loi qui est sorti probablement des profondeurs de l'AKP et de la partie la plus réactionnaire de l'AKP, que personne, finalement, au sommet n'ose freiner, et c'est parce qu'il y a eu une mobilisation massive des femmes turques, y compris dans les rangs de l'AKP. C'est souvent quelque chose qui est mal compris. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles sont islamistes ou qu'elles votent islamiste qu'elles n'ont pas un agenda qui est l'agenda féminin. Je n'aime pas dire féministe. En Tunisie, par exemple, moi, je suis fasciné par le nombre de femmes tunisiennes qui votent Ennahda, qui ont un agenda féminin. Elles veulent aller à la fac, elles veulent être étudiantes, elles veulent que leurs filles aillent à la fac, elles veulent créer un rapport d'équilibre dans la société qui est assez intéressant. Donc je pense que tout ça c'est certes partiel, c'est certes pas suffisant, mais de là où on vient, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et je parle encore que je parle pas de l'Europe, je parle pas des États-Unis, je parle des pays du Sud, de là où on vient il y a 30, 40 ans et là où on est aujourd'hui, il y a une évolution assez forte, à mon avis. Non, juste en un mot, moi je dirais que je vais être plus radical. Je pense que ce prix Nobel et cette journée de la femme dessert en fait la cause des femmes. Je veux dire, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien, d'éducation, et là c'est un peu se dédouaner facilement que de consacrer une journée comme ça. Ça me rappelle un dessin que j'ai pas ici de Lefred Touron qui était à Charlie Hebdo à l'époque où il y avait marqué, on voit une femme qui fait la vaisselle et puis elle dit c'est la journée de la femme et son mari lui dit non c'était hier, continue à faire la vaisselle. Voilà. Swati Kemener, on évoquait dans le journal le cas de Jacqueline Sauvage. Alors évidemment c'est très particulier parce que cette femme qui a pendant 47 ans subi les brimades, les coups et les violences jusqu'au viol de son mari qui violait par ailleurs ses enfants a fini par le tuer. C'est un meurtre puisqu'il était prémédité. Elle a été condamnée à 10 ans de prison. François Hollande l'a graciée
partiellement, oui. une grâce qui du coup évidemment n'efface pas sa période de sûreté et fait qu'aujourd'hui un juge décide de la maintenir en prison. Est-ce que là on n'est pas finalement face à un terrible paradoxe? En tout cas, est-ce que ça tombe pas au plus mauvais moment finalement, au moment de cette journée contre les violences? Alors effectivement ça tombe mal, mais c'est le paradoxe de beaucoup de symboles, c'est-à-dire que c'est devenu effectivement cette femme le symbole du combat de toutes les femmes au-delà du territoire français d'ailleurs, contre le viol, la maltraitance familiale. En plus c'est une histoire vraiment épouvantable. Moi, dans un premier élan, quand j'ai vu passer cette histoire sur Twitter, je soutiens Jacqueline Sauvage. Et puis après, je suis allée regarder le compte-rendu précis des procès. J'ai pas tout lu, j'ai lu une bonne partie. Et là, on se rend compte que c'est une histoire encore plus complexe. Alors, il y a le symbole et puis il y a cette histoire particulière qui fait qu'effectivement, le parquet a demandé à ce qu'elle soit remise en liberté, mais le tribunal juge que pour l'instant, elle n'est pas encore consciente de son geste. Je résume ce qui a été dit, c'est pas les termes exacts qui ont été employés. Et donc, il y a une dichotomie qui fait que le tribunal a décidé que pour l'instant elle devait rester en prison parce qu'elle ne prenait pas en compte son geste, mais encore une fois c'est pas pour ça qu'elle elle est devenue quand même un symbole important, mais il faut quand même regarder ce qui s'est passé et ce qu'elle a dit de cette histoire particulière, parce qu'elle a assassiné son mari, elle a vécu une histoire épouvantable, elle a assassiné son mari de 3 coups de fusil dans le dos, c'est une histoire très particulière, donc c'est très très délicat. Et pour autant ce cas et la médiatisation autour de ce cas, est-ce que finalement ça ne va pas totalement desservir la cause qu'on prétend servir, à savoir permettre à ces femmes de s'émanciper, d'appeler, de porter plainte pour celles qui subissent les violences lorsqu'elles voient que une femme qui a cherché à sortir de son sort aujourd'hui est en prison, alors même si encore une fois c'est d'une façon particulière? Oui, absolument. Il y a quand même une chose qui est notable et qui est intéressante, c'est cette notion de repentance. En fait, là, ce que reproche finalement la justice à Jacqueline Sauvage, c'est de ne pas avoir pris la conscience, la pleine mesure de son geste et de ne pas s'être repentie. Donc ça, bon. Mais à part ça, en effet, il y a eu, elle a un petit peu finalement phagocyté toute cette indignation. C'était devenu un peu le dernier endroit où il fallait être vu, un peu son procès, même si évidemment on est tous dans une empathie totale vis-à-vis de cet ordalie horrible qu'elle a vécu pendant des années, mais on sait en même temps que les juges détestent la médiatisation. Donc est-ce que les avocats n'ont pas aussi... Ils n'aiment sans doute pas beaucoup d'ailleurs les grâces présidentielles. Oui, et en plus ils n'aiment pas les grâces présidentielles, même si celle-ci était partielle, mais je veux dire les avocates ont eu un rôle quand même peut-être un peu dangereux dans cette affaire. Ziad ? Moi je trouve qu'on a le mérite de vivre quand même dans un pays de droit. Alors le droit évolue, il change, les juges ils ont une approche qui peut être évolutive dans le temps, mais bon, pour une fois, ce jugement, il est expliqué, ils ont expliqué, alors je suis d'accord avec toi, il y a un espèce de côté repentance morale, elle n'a pas mesuré, voilà, elle a créé une victime. Moi, je pense que c'est des histoires impossibles, on ne peut pas dire qui a raison, qui a tort, c'est typique du drame impossible, du drame à huis clos, du drame familial, on ne peut pas s'en sortir. Tout ce que je dis, c'est qu'au moins ici, il y a des juges qui ont jugé l'affaire, qui ont expliqué ce qu'ils pensent, qu'il y a une grâce présidentielle quand même, qui n'a pas dû être simple puisqu'elle est partielle, donc ça prouve bien qu'il y avait un sérieux problème. Donc voilà, et puis on peut être aussi un peu cynique et se dire, quel que soit le cas précis de Madame Sauvage, le message passe. C'est-à-dire que ça mobilise du monde. On ne peut pas se faire justice soi-même, et c'est très important de le rappeler, surtout dans ces dérives qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Quand vous ouvrez la porte à ça, après si ça arrive sur un cas beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus simple, ça serait une catastrophe. L'auto-justice, tout le monde le sait, c'était très dangereux aussi. C'est vrai si toutes les plaintes effectivement débouchaient sur... Mais encore une fois, certes la journée est peut-être pas idéale, mais voilà, on est sur ce plateau, on en a parlé, ça va être écouté un peu partout. Je pense que ces choses-là font quand même bouger les lignes, c'est très important. Et puis sur ce plateau, pour une fois, on a 2 femmes. C'est quand même assez rare. Oui, c'est rare, parce que généralement, c'est un plateau assez... On est ravis d'ailleurs. Ça aussi, c'est un combat et qu'on souhaite continuer à mener. Des débats Juppé-Fillon hier, ça c'est l'autre grand sujet France aujourd'hui. Ils réunissent ce soir leurs partenaires pour leurs ultimes meetings de campagne. François Fillon, lui, est porte de Versailles à Paris, parc des expositions. Il a vu grand, vous allez le voir sur ces images, il s'exprime en ce moment même. Tandis qu'Alain Juppé, lui, est à Nancy. Alors les deux hommes sont revenus ce matin sur des radios concurrentes sur leurs prestations lors du seul, unique face-à-face télévisé d'hier. Écoutez. Je pense que le débat s'est bien passé, qu'il a été sérieux, qu'il a été digne, qu'il a été dans l'esprit, au fond, pour l'essentiel de la primaire de la droite et du centre, dont on avait annoncé qu'il y aurait du sang sur les murs, et qui, à l'exception de 2 ou 3 jours de débordement, a été plutôt une primaire de bonne tenue.
Ce que je regrette peut-être, c'est qu'avant le premier tour, de ne pas avoir suffisamment décortiqué le programme de certains de mes concurrents. De François Fillon. Tout s'est focalisé avant le premier tour entre Sarkozy et moi. Et maintenant, on découvre le programme de François Fillon avec des convergences, mais aussi de profondes différences vis-à-vis de moi. Soisy Kemener, c'était un débat pour rien. En gros, Alain Juppé était condamné hier à faire une sortie tonitruante, quoi. On n'a pas assisté à ça, vraiment. Mais il ne pouvait pas faire une sortie tonitruante parce qu'il y a un tel écart, 44%, un peu plus de 44% pour François Fillon. C'est inédit, c'est inattendu, c'est une poussée incroyable. Il est 16 points derrière. Quasiment tous les reports de voix, enfin en tout cas Sarkozy, vont se faire vers lui de ce qu'on voit, de ce qui est en train de se dessiner. Donc de toute façon, il courait pour la gloire déjà au départ. On sait que dimanche soir, pendant un peu plus d'une heure, Alain Juppé a hésité à continuer. Il y avait des supporters, certains de ces supporters, en particulier des élus, qui envisageaient déjà un rapprochement avec François Fillon, qui disaient mais pourquoi continuer? Donc il a hésité, il s'est retranché dans son bureau, il a discuté en particulier avec sa femme, qui l'a convaincu de continuer le combat. Et c'est pour ça qu'il arrive devant les caméras en disant j'ai décidé de continuer le combat, ce qui est quand même incroyable pour quelqu'un qui va se lancer dans... Donc déjà, dès les premiers mots qu'il prononce dimanche soir, on sent bien que ça va être très compliqué. Et puis ensuite, il y a une nouvelle stratégie qui se met en place, c'est de dire finalement on va taper à bras raccourcis sur François Fillon pendant 3 jours. Et puis là, hier soir, il s'est bien rendu compte de toute façon, ça ne fonctionnait pas, il faut le rassemblement de la droite. Qu'est-ce qui se joue là ? C'est la droite d'après Sarkozy. On a vu qu'il y a eu un premier essai déjà de faire la droite après Sarkozy. C'était en 2012, lors du combat Copé-Fillon. La droite ne peut pas se permettre un nouveau pugilat à ciel ouvert de cette façon-là. Donc de toute façon, il n'avait pas le choix. Il ne peut pas être celui qui quitte la scène politique nationale, parce qu'il reste maire de Bordeaux, en partant sur un pugilat. Ce n'était pas possible. Sarah Daniel, on a eu une première surprise dimanche dernier, puisque si on commençait à pressentir que peut-être François Fillon se glisserait au deuxième tour, on n'imaginerait pas qu'il virait en tête de cette manière-là. On s'attend peut-être, on ne peut pas exclure une nouvelle grande surprise ce dimanche, où là l'écart est tel que ça semble impossible. Écoutez, moi je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai l'impression que là c'est vraiment plié. Ouais. En plus, en fait, ce qui s'est passé avec Juppé, c'est qu'il s'est trompé de campagne. Il a fait et on l'a vu encore pour le débat, il a fait la campagne finalement de la présidentielle, alors que là il fallait se battre pour la primaire à droite. Et on voit qu'il a été acculé, cornérisé dans une posture un peu de calme, alors qu'il fallait être pugnace, il fallait vraiment... en voulant être trop rassembleur, il a été finalement le candidat de la modération et de la gauche, et donc je ne pense pas qu'il puisse remonter la pente là. Ziad, votre avis? Quand Alain Juppé fait état finalement des attaques dont lui-même a fait l'objet, et qu'en face François Fillon dit riposte laïque ne connaît pas, il est crédible, hein? Je sais pas, moi je pense... Tout le monde connaît riposte laïque parmi les politiques. Oui, mais bon, après il y a un peu de jeu, il y a un peu de... Enfin, je sais pas, pour moi c'est juste les joutes habituelles d'une primaire ou d'une élection. Mais je pense pas que tout ça va résoudre le problème des deux droites, hein. Je veux dire, il va être battu, je pense. Ça n'empêchera pas que s'il fait 40%, la droite centristo-libérale aura quand même fait 40%, et que les législatives qui suivent, les investitures et tout ça, ils vont peser. S'il se fait rétamer à moins de 30, ça y est, elle disparaît. Donc il y a quand même un petit suspense. Pour moi, j'y connais rien non plus. Je suis comme ça, je regarde ça comme si j'étais journaliste extérieur à ça en France. Mais je trouve que c'est tellement frappant la différence idéologique, c'est tellement frappant la différence de position sur des sujets clés en ce moment. Identité, sécurité, islam. Parce que personne ne dit le mot islam, mais il est partout écrit en long et en large et en travers sur tous les débats. Donc tout ça, c'est très très... Ah oui, mais Ali Juppé, c'est dans c'est Twitter, c'est Facebook, mais dans le débat, on sent bien que ça aimerait bien en parler, les gens aimeraient bien, ils n'osent pas. Mais bon, donc, il y a quand même des grosses différences. Donc, il y a quand même un arbitrage qui se fera, et je pense qu'on ne liquidera pas le centre en France, on ne liquidera pas les libéraux, entre guillemets, en France. Je pense que l'élection de mai prochain, c'est très ouvert, parce que les alliances qui peuvent se faire entre ce qui reste de la gauche, social-démocrate, le centre, tout ça, ça va bouger. Il y a un personnage Macron comme espèce d'ovni, mais pour qui travaille Macron? Finalement, il travaille peut-être pour quelqu'un. Enfin, je trouve qu'on a trop plié cette histoire. Fillon a montré que c'était pas plié. Je pense que de l'autre côté, c'est loin d'être plié, et qu'on va avoir du suspense pendant et des aventures pendant les 3-4 mois qui viennent. Et on va en reparler dans un instant. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du débat.